Allez, je commence l'environnement. Bonjour à tous et tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je m'excuse d'avance pour les éventuels problèmes techniques qu'il pourrait y avoir durant la vidéo, puisque je ne suis pas très au fait de ces nouvelles techniques. Alors voilà, je démarre comme vous, donc je ne suis pas habitué. Donc je m'en excuse. J'espère du moins que vous m'entendez bien. Donc cette vidéo, elle a pour but de décortiquer le chapitre 10 en management, donc les choix stratégiques des entreprises. Si vous avez bien lu mon mail, je vous avais demandé de euh, regarder le cours pour, enfin, en prendre connaissance pour comprendre le cours, puisque cette vidéo elle a pour but simplement d'expliquer le cours, mais de décortiquer un peu tout ça. Le but c'est pas de refaire le cours en entier, d'accord? On va simplement décortiquer les différentes stratégies. Je vais vous apporter des éléments explicatifs pour que vous puissiez bien comprendre. Allez, on commence par la première diapositive. Donc, c'est la première page du cours où je vous rappelle ce que c'est que la stratégie. Donc, la stratégie, on l'a vu ensemble, c'est l'ensemble des décisions qui engagent le devenir de l'organisation. Donc, je rappelle que la finalité première d'une entreprise, elle est avant tout économique. Le dirigeant, lui, crée une entreprise pour réaliser un profit durablement. Donc, le but, ça va être pour réaliser ce profit, ça va être de se constituer une clientèle, éventuellement de la fidéliser, d'être rentable et surtout donc d'être pérenne. D'accord? Le but c'est de se développer. Et donc l'entreprise tout au long de sa vie va faire face à des choix parce qu'elle n'existe pas seule sur son marché. Il y a d'autres personnes, il y a des concurrents et ces concurrents et elles-mêmes se disputent un ensemble de clients. D'accord? La clientèle potentielle du marché pour un produit. Donc l'entreprise et ces dirigeants vont devoir faire des choix, qu'on va appeler des choix stratégiques. Ça va être des grandes décisions qui vont engager le devenir de l'organisation pour atteindre sa finalité économique. Le but de ces choix, c'est de développer un avantage sur les concurrents euh, pour éviter la faillite. Parce que l'entreprise, tout au long de sa vie, elle est sur un marché, elle est confrontée à un environnement qui évolue, et il va falloir prendre des décisions pour assurer la pérennité de l'entreprise. Donc, première partie du cours, les choix stratégiques au niveau global. Alors, euh, premièrement, il faut savoir que l'entreprise elle peut segmenter l'ensemble de ses activités en différents domaines d'activité stratégiques. On l'avait vu en cours durant le dernier chapitre de management. Donc, je rappelle ce que c'est qu'un. Enfin, vous avez la définition du domaine d'activité stratégique. Donc, un DAS, c'est une sous-partie d'une organisation dédiée à un marché spécifique confronté à des conditions concurrentielles spécifiques, et qui doit déployer une stratégie concurrentielle particulière. Une entreprise, elle peut avoir un seul DAS, comme elle peut en avoir plusieurs. Donc un DAS, si vous reprenez bien la définition, on comprend que c'est comme une sorte d'entreprise dans l'entreprise, d'accord? C'est une entreprise avec toutes ses fonctions, c'est une organisation avec toutes ses fonctions. On a une administration, on a une fonction de marketing, de communication, de production, de vente, d'accord? Euh, un DAS, c'est une organisation qui est confrontée à des conditions concurrentielles spécifiques. Donc il faut bien faire la différence entre un DAS, donc en somme une activité, d'accord, une entreprise, une activité, et une gamme de produits. C'est deux choses différentes. Je propose un produit qui répond à un besoin sur un marché et comment dire, je développe mon produit en plusieurs autres produits qui répondent aux mêmes besoins mais qui ne sont pas tout à fait pareils. C'est une gamme. Donc là, c'est une même activité. En revanche, je suis sur un marché, je propose un produit qui répond à un besoin et j'ai des concurrents et je développe un nouveau produit qui n'a pas qui peut avoir la même clientèle mais en tout cas qui ne répond pas aux mêmes besoins. C'est deux domaines d'activité stratégiques différents. Vous avez ici alors un exemple, je prends l'exemple du groupe Accor. Pour ceux qui connaissent, donc c'est l'entreprise Accor Hotel qui a développé plusieurs filiales, plusieurs entreprises dans l'entreprise, alors positionnées sur différents segments. Vous avez par exemple voilà, le segment du luxe,
les hôtels de luxe comme Sofitel, vous avez le haut de gamme, vous avez le milieu de gamme, économique, très économique. Et donc, pour chaque segment du marché de l'hôtellerie, on va avoir quand même une clientèle très spécifique et des concurrents qui sont positionnés sur chaque segment, luxe, haut de gamme, milieu de gamme, etc. Et donc, à chaque fois, on a bien un domaine d'activité stratégique, par exemple Sofitel, puisque elle est sur un marché spécifique avec des conditions concurrentielles spécifiques, un produit quelque part aussi spécifique qui attire, qui répond à un besoin spécifique. Donc c'est bien un domaine d'activité stratégique. Sofitel, elle a cette chaîne d'hôtels a des concurrents qui ne sont pas les concurrents d'Ibis. Par exemple, on peut penser au Palace parisien, comme le Georges V, comme le Shangri-La pour ceux qui connaissent. C'est bien un domaine d'activité stratégique. Si on prend l'exemple de Ibis ou de Formule 1, c'est pareil, on est confronté à des conditions concurrentielles spécifiques. Ce n'est pas les mêmes concurrents que Sofitel. Ibis, qu'est-ce qu'on peut avoir comme concurrent? On peut avoir, je recherche, on pourrait avoir les hôtels B&B pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est sur le même segment de clientèle que Ibis. On est en format économique, voire milieu de gamme. Euh, et donc on a des conditions concurrentielles spécifiques, c'est bien un domaine d'activité stratégique. Et donc en fonction de nos choix, on va avoir deux grandes stratégies de, de développement d'activité. La première, donc, c'est la spécialisation. Je suis une entreprise, je décide de me concentrer sur une seule activité. Je n'ai qu'un seul DAS. Le but, c'est que j'en devienne expert. Donc cette stratégie, elle a des avantages. Comme je me spécialise sur une seule activité, je vais pouvoir la maîtriser. Vous vous souvenez, on avait vu ça en économie. Plus on a un effet d'apprentissage. Plus je me concentre sur une activité, plus j'apprends à la faire, à mieux la faire, à la faire plus rapidement, et donc je vais être meilleur que mes concurrents. Donc l'avantage, effectivement, c'est d'avoir une image d'expert, puisque comme je suis concentré sur une seule activité, mon entreprise a une seule activité, euh, je vais pouvoir la développer, me spécialiser, mes clients vont se dire que je la maîtrise cette activité, je suis vraiment très bon dans cette activité. Et également, ça me permet d'avoir aussi une position de leader, puisque comme je me concentre sur cette activité, je vais pouvoir améliorer mes techniques, ma productivité, je vais pouvoir former mes salariés, je vais pouvoir voilà, développer des nouvelles méthodes pour cette activité spécialement, puisque je me concentre sur cette activité. Et donc je vais pouvoir éventuellement réduire mes coûts par rapport à ceux des concurrents. Les inconvénients, c'est que eh bien, quand je choisis de n'avoir qu'une seule activité, qu'un seul domaine d'activité stratégique, je suis dépendant de mon activité. C'est-à-dire que je n'ai pas d'autres, d'autres atouts pour faire face aux risques de cette activité. Par exemple, si le marché, eh bien, il y a des nouveaux concurrents qui arrivent sur le marché, je n'ai pas d'autre atout que de continuer de m'améliorer sur ce marché. Je ne peux pas me prémunir de ce risque en me disant, bah voilà, j'ai une autre activité qui peut rattraper éventuellement. Également, je suis en risque face à l'innovation. Si j'ai un concurrent qui développe une innovation qui remet en cause bah, tout ce que j'ai, tout ce que je sais faire, parce que d'un coup son produit est bien meilleur que le mien, je n'ai pas d'autre activité sur laquelle me reposer euh, en attendant quoi. Et donc la deuxième activité, c'est bien la diversification, c'est-à-dire que je développe plusieurs activités. Alors donc là, vous avez deux types de diversification. Soit vous vous dites, voilà, j'ai une clientèle, j'ai un marché, je propose déjà un produit pour une telle clientèle, je vais développer mon activité, mais en lien avec l'activité que j'ai déjà. Par exemple, je vends des mousses à raser. Par exemple, je vais peut-être aller proposer des rasoirs. C'est deux activités différentes, c'est pas le même cœur de métier, ce n'est pas les mêmes techniques. Dans une des activités, ben, je dois maîtriser la chimie pour créer une mousse à raser. Dans la deuxième, je dois maîtriser la métallurgie pour créer une lame de rasoir. Je dois maîtriser voilà, d'autres techniques. Donc c'est bien deux activités différentes
Et j'ai bien des conditions concurrentielles différentes pour chacune des activités. Je vais avoir des concurrents pour la mousse à raser et je vais avoir d'autres concurrents pour les rasoirs. Ou alors sinon aussi, je peux me dire, eh bien, je crée un nouveau produit et pour un nouveau marché, pour une clientèle que je n'ai pas actuellement, qui n'est pas intéressée par mon produit, qui est intéressée par autre chose, un produit complètement différent. Et là, je vais me dire, bah, je vais attaquer ce marché-là. Et donc, on appelle ça une diversification conglomérale. Alors, grosso modo, les avantages de diversification, le but c'est de pouvoir répartir le risque de mon activité sur plusieurs activités. Comme ça, si jamais j'ai une activité qui ne marche pas, je peux me reposer sur l'autre. Et on a un deuxième avantage, on en avait déjà parlé avec, il me semble que c'était avec l'entreprise Disney. Je vous avais donné une fiche pour montrer que Disney avait diversifié son activité en lien. Et donc a bénéficié de synergies. Parce que quand je propose un produit que les clients connaissent déjà et je propose un autre produit lié, eh bien ça va améliorer mon image. Ça va améliorer ma notoriété. Si les clients sont déjà contents de mon produit à la base, donc ils vont être aussi très contents du produit que j'ai proposé. Et inversement, s'ils sont très contents du produit que je propose en nouveau, peut-être que ça va améliorer l'image de marque de mon produit actuel. Donc le but c'est de bénéficier des synergies. L'inconvénient c'est que si je choisis de me concentrer, enfin de faire plusieurs activités, ça va être difficile pour moi de me concentrer sur chacune. Donc je ne pourrai pas être spécialisé pour chacune. Ou alors si je veux être spécialisé, ça va me demander beaucoup d'investissement et mon entreprise n'a peut-être pas la capacité de financer tout ceci. Donc je, quand je me diversifie, je vais attaquer un marché, mais j'aurai difficilement la capacité à être expert dans chacun des domaines sur lesquels je propose un produit, quoi. Et également, le fait de se diversifier, ça suppose des investissements importants. Donc par exemple ici je vous donne deux exemples. Vous avez l'entreprise Apple qui propose par exemple des iPhones, des iWatch et des AirPods. Et à côté vous avez l'entreprise Bic qui propose des stylos et des rasoirs. Donc là si on regarde, l'entreprise Apple elle a bien réalisé une diversification concentrique. Les produits sont liés et elle peut bénéficier de synergies. Déjà parce que les produits marchent ensemble. On peut connecter l'iWatch à l'iPhone, on peut connecter les AirPods à l'iPhone. Et donc ces trois produits vont améliorer et la notoriété et l'image de l'entreprise, vont faire gagner en valeur euh, soit à chacun d'entre eux, soit à l'entreprise, mais en tout cas plus que si ils étaient séparés. Si c'était trois produits vendus séparément sous un autre nom de marque, voilà, sous trois marques différentes, d'accord? On va réaliser des synergies. Donc c'est bien une modification liée, concentrique. À côté, vous avez Bic qui propose des stylos et des rasoirs, donc deux produits qui n'ont aucun lien entre eux, qui ne développent pas de synergie. C'est une diversification conglomérale. Ça ne veut pas dire que quand on fait une diversification conglomérale, ça ne marche pas, hein. Alors donc j'explique rapidement ce tableau que j'ai mis dans le cours. Donc ici vous avez en fait, si on regarde, c'est un tableau pour comprendre en fait quelle stratégie choisir. Si vous regardez sur la gauche, vous avez le marché de l'entreprise est, alors soit actuel, soit nouveau, et vous avez aussi en haut la légende, à savoir le produit de l'entreprise est actuel et nouveau. Alors, en gros, on va choisir la spécialisation si mon produit il est actuel, c'est-à-dire que je possède déjà un produit, ou alors voilà, je lance mon activité, je crée un produit, logiquement je vais me spécialiser plutôt dans ce produit. Donc ça va être une stratégie de spécialisation, soit par pénétration du marché, c'est-à-dire mon marché il est actuel, je veux dire je possède déjà une clientèle et je possède déjà un produit, bah, je vais essayer du coup de m'améliorer dans ce produit, ça serait logique. Donc je me spécialise par pénétration du marché, ou sinon aussi je peux décider, si je suis déjà implanté sur un marché, d'attaquer un autre marché avec mon produit actuel. Donc ça reste une stratégie de spécialisation, je garde un seul domaine d'activité, mais je vais essayer d'étendre mon marché en fait, je vais développer mon marché. Donc je vais par exemple attaquer le marché, je sais pas, imaginons je propose voilà, de la moutarde, c'est mon produit, je propose de la moutarde. Euh, je le vends donc
sur le segment à une clientèle de particuliers, par exemple dans les grandes surfaces, et je vais me dire je vais essayer d'attaquer le marché des professionnels des restaurants, et je vais vendre ma moutarde aussi aux restaurants. Donc c'est encore une stratégie de spécialisation. Je me spécialise dans un seul produit, mais je développe mon marché. Ou alors donc la diversification, soit je possède, alors à chaque fois, dans tous les cas, il faudra que mon produit soit un produit nouveau. Donc je crée un nouveau produit, une autre activité. Et alors soit je le vends sur le marché que j'ai actuellement, donc ça sera une diversification concentrique, si vous avez bien écouté ce que j'ai dit tout à l'heure. Bah, vous pouvez donc prendre l'exemple de la marque Menen qui propose des déodorants, des produits de soins de la peau et aussi des produits de rasage, donc c'est lié. Soit je crée une nouvelle activité, donc j'ai un produit, mon produit il est nouveau, et je vais aller attaquer un autre marché, un nouveau marché, et donc là donc ça sera aussi une stratégie de diversification, mais cette fois-ci conglomérale. Par exemple la marque Bic. Donc ensuite on continue sur les deuxièmes stratégies, à savoir les choix stratégiques au niveau du domaine d'activité stratégique. Et là avant tout on va faire un point sur ce que c'est que l'avantage concurrentiel. Bon, l'avantage concurrentiel on en a déjà parlé cette année. On avait parlé au moment de la stratégie et du diagnostic stratégique. Donc, l'avantage concurrentiel, c'est le but d'une entreprise, il faut qu'elle ait un avantage concurrentiel. Si elle n'a pas d'avantage concurrentiel, elle est, alors, on va dire, stuck in the middle, ou coincée au milieu de la concurrence, hein. C'est-à-dire, le client ne trouvera pas, enfin, elle ne va pas proposer quelque chose qui va pouvoir intéresser le client aux yeux de la concurrence, par rapport à la concurrence. Alors, l'avantage concurrentiel, donc vous avez la définition, c'est un avantage qui procure à ses clients un produit qui a davantage de valeur que ceux proposés par la concurrence. Et donc la différence de valeur, elle peut reposer sur alors, soit l'obtention de coûts faibles, c'est-à-dire que notre avantage il réside dans notre capacité à proposer un prix plus bas pour un produit de même valeur pour le client, parce que voilà, on arrive à mieux maîtriser nos techniques, on a des meilleures méthodes de fabrication, on est plus expert, on a des meilleures connaissances pour fabriquer le produit, et donc on arrive à le proposer à prix plus bas. Ça serait un avantage concurrentiel. Automatiquement, le client pour un produit de même valeur va sélectionner le produit qui lui coûte le moins cher. Soit sinon, si j'arrive pas à produire à coût plus bas, je vais essayer de me différencier. C'est-à-dire que je vais apporter à mon produit une petite distinction, quelque chose qui va, aux yeux du client, le rendre différent de ce qui est proposé par la concurrence. Alors ça peut être la distinction, elle peut se faire sur plein de choses, hein. Ça peut être sur une technologie incorporée dans le produit. Par exemple, bon, voilà, mon produit il a un petit plus ou il a une technologie un petit peu différente. Il ne marche pas comme les autres, pourtant il répond aux mêmes besoins. Voilà, je suis un autre produit. Mon produit est différent pour le client. Soit, par exemple, je peux me différencier par rapport à mon image. Voilà, je suis une marque écologique. J'ai une meilleure image que d'autres. Ma marque fait penser à autre chose pour le client. En tout cas, j'arrive à me différencier, ou même en termes de qualité, j'arrive à me différencier. Donc l'avantage concurrentiel, en tout cas, il est important. Chaque entreprise doit avoir au moins un avantage concurrentiel, puisque sinon elle n'arrivera pas à vendre. Alors, l'avantage concurrentiel, vous devez savoir le caractériser. Alors, certaines entreprises arrivent à avoir un avantage concurrentiel durable, et pour être durable, l'avantage concurrentiel, bah, il faut qu'il soit déjà difficilement imitable par la concurrence, parce que s'il est imitable, bah, l'avantage concurrentiel n'est plus durable, il sera juste temporaire. Pendant un temps, on arrive à faire quelque chose de mieux que les autres, mais au fur et à mesure, les autres vont s'approprier notre savoir-faire, notre technologie, et en fait, on l'aura plus. Donc, pour être durable, il faut qu'il soit difficilement imitable, il faut qu'il soit perçu par les clients. Par exemple, si mon avantage concurrentiel réside dans ma qualité, il faut que les clients perçoivent cette qualité. Sinon, ce n'est pas un avantage concurrentiel. Et enfin, il faut que, pour avoir un avantage concurrentiel, il faut que mon offre, elle ait davantage de valeur que l'offre concurrente. Alors là, je vous donne un exemple. Par exemple, la valeur affective de la pâte à tartiner Nutella. euh,
finalement, pourquoi on va acheter? Alors voilà, c'est pas, voilà, chacun ses, comment dire, ses critères d'achat, hein. Mais grosso modo, pourquoi les clients achètent du Nutella qui est un peu plus cher que d'autres pâtes à tartiner? Eh bien, on pourrait dire que c'est par rapport à la valeur affective. Il y a le produit Nutella offre davantage de valeur aux yeux du client que les autres. Et c'est peut-être pour ça que les clients vont acheter Nutella. Donc c'est un avantage durable. En réalité, l'avantage concurrentiel des entreprises, bah, il est temporaire. Il est temporaire pour plein d'éléments, parce que déjà l'environnement des entreprises il évolue. Au bout d'un temps, les entreprises arrivent à imiter les concurrents. Par exemple, si moi je lance un produit innovant, personne n'a ma technologie, au bout d'un moment, parce que eux-mêmes vont faire de la recherche et développement dans l'entreprise, parce que au bout d'un moment, l'information se diffuse aussi, au bout d'un moment, nos concurrents vont réussir à nous imiter. On peut le voir par exemple c'est le cas du Coca-Cola. Au début, il n'y avait qu'une seule marque de Coca, on avait Coca et Pepsi, puis au fur et à mesure des années, on a eu des concurrents qui sont apparus parce qu'ils ont réussi à imiter plus ou moins la recette. Alors on n'est pas précisément en face de la recette est restée secrète, mais ils ont réussi à proposer un produit qui y ressemble en tout cas. Donc l'avantage concurrentiel diminue. Au début, Coca-Cola était seule sur son marché, et puis au fur et à mesure, bah, elle a été imitée. Donc cet avantage concurrentiel, il a disparu. Enfin, du moins, il s'est réduit. Donc il est temporaire aussi en fonction de l'intensité de la concurrence. Si notre avantage concurrentiel c'est d'être différent des autres, c'est-à-dire on se dit bon on est un petit peu en situation de monopole, je suis sur un marché, mon produit est suffisamment différent pour que voilà, j'évince un petit peu la concurrence, je suis plutôt en sécurité parce qu'il n'y a personne qui m'imite, qui fait pareil que moi. Ben, si d'un coup il y a des personnes enfin, des concurrents qui arrivent sur le marché, l'intensité concurrentielle devient plus forte et donc mon avantage concurrentiel diminue. De l'incertitude de l'environnement, puisque on l'avait vu en management, l'entreprise avait souffert un environnement qui est en évolution, que ce soit au niveau politique, au niveau légal, au niveau écologique, au niveau économique. Il y a plein d'éléments qui influencent au niveau des tendances de consommation aussi, hein, voilà. Il y a toujours des choses qui évoluent dans l'environnement d'entreprise et donc une entreprise qui un jour détient un avantage concurrentiel, et ben cet avantage concurrentiel ne sera peut-être plus demain parce que il n'arrivera peut-être pas à convaincre les clients, à attirer des clients. Dernier élément, c'est le rythme de naissance des innovations technologiques. Vous savez, alors voilà, vous le verrez l'année prochaine en économie, mais euh, on a des cycles en fait sur le marché, des cycles d'innovation. C'est-à-dire qu'une entreprise, quand elle possède une innovation, la dernière technologie, eh bien elle est en avance sur les autres entreprises. Donc là, elle possède un avantage concurrentiel. Et puis, chaque entreprise développe, par le biais de sa recherche et développement, développe leurs propres inventions. Et puis, un jour, va y avoir une entreprise concurrente qui va arriver sur le marché avec un produit encore plus innovant que le nôtre. Et donc, d'un coup, l'avantage concurrentiel qu'on possédait, il est réduit, même des fois à néant. Il rend obsolète d'un coup notre produit. Donc voilà pourquoi un avantage concurrentiel, il est temporaire. Alors, troisième partie, on va parler donc des stratégies de domaine vis-à-vis de cet avantage concurrentiel. Alors, le but d'une stratégie de domaine, c'est d'obtenir un avantage concurrentiel. Donc vous avez la première stratégie, donc ce qui est la stratégie de domination par les coûts, c'est-à-dire que l'avantage concurrentiel de notre entreprise, il réside dans sa capacité à proposer un prix plus bas pour un produit de même valeur. D'accord? Et donc quand je mets en place je mets en œuvre une stratégie de domination par les coûts, mon but c'est d'obtenir une position dominante sur le marché. Si j'arrive à produire à prix plus bas un produit de même valeur que celui de mes concurrents, automatiquement j'obtiens l'ascendant sur mes concurrents, puisque tout le monde viendra acheter mon produit. Il est moins cher. La deuxième stratégie, ça pourrait être de se dire, bah, si je ne peux pas produire à prix plus bas que mon concurrent, alors dans ce cas, je vais différencier mon produit. Donc là, on a trois types de différenciation. Soit je différencie mon produit, c'est-à-dire que je vends un produit qui n'est plus similaire, j'apporte des modifications au produit pour que dans l'esprit du consommateur, il ne soit plus identique à celui de mon concurrent. Ça me permet d'obtenir alors ce qu'on appelle un monopole temporaire.
comme je ne suis plus directement sur le même marché que mes concurrents, je suis sur un marché un petit peu différent. Voilà, mon produit, il n'est pas le même dans l'esprit du client, donc le client quand il va l'acheter, il va pas le comparer avec les autres. Il va le comparer avec rien. Si jamais mon produit est suffisamment différent, je vais être seul dans la comparaison. Donc c'est parfait parce que du coup ça me donne un avantage concurrentiel. Il n'y a personne qui va pouvoir me concurrencer sur le prix ou même sur le produit. Alors pour obtenir ce monopole temporaire, je peux aussi sophistiquer mon produit. C'est une stratégie de différenciation par sophistication, c'est-à-dire j'améliore mon produit, je différencie, on va dire par le haut. Mon produit, volontairement, je vais lui donner une meilleure valeur. Je vais améliorer sa valeur perçue. Donc le client ne pourra plus comparer vraiment mon produit avec ce qui est existant, puisque mon produit a des fonctionnalités en plus, parce que il a une meilleure image, parce que voilà, il a plein d'éléments qui constituent de la valeur en plus. Donc il n'est plus similaire aux autres. Donc le client qui va acheter, c'est un client qui veut acheter un produit de haut de gamme. Je peux aussi différencier mon produit par épuration, c'est-à-dire que mon produit, je vais volontairement diminuer la valeur perçue de mon produit, c'est-à-dire que je veux la rendre inférieure à ce qui existe sur le marché. C'est le principe du low cost. Je propose un prix extrêmement bas. Le but, c'est que j'attire le client qui ne veut payer que le produit en lui-même, c'est-à-dire qu'il ne veut pas payer le superflu. Vous pouvez prendre par exemple la marque Top Budget. Il me semble que c'est la marque Intermarché, je ne peux pas dire de bêtises, ou alors de la marque Premier Prix de chez Super U ou d'Intermarché, je ne sais plus. Euh, Bref, c'est pas important. Euh, quand vous regardez, donc le client, c'est le produit qui a le prix le plus bas sur le rayon, mais en même temps, le client qui achète ça, c'est un client qui veut un produit de base. Euh, on n'a pas de design sur le produit, il y a pas l'emballage est très simple. Voilà, on achète vraiment le produit de base. Il n'y a aucun superflu. Et donc c'est une différence parce que ce produit sera voilà tout seul, enfin ne sera pas directement en concurrence en tout cas avec les autres et pourtant répond aux mêmes besoins. Et donc la dernière stratégie, ça va être la stratégie de concentration, on l'appelle aussi la stratégie de focalisation. Donc là, mon avantage concurrentiel, il réside plus dans ma capacité. Alors c'est une sorte de différenciation aussi, hein, mais il réside plus dans ma capacité à proposer un produit différent. En fait, il réside dans ma capacité à, à atteindre une clientèle spécifique, très spéciale. Voilà. On appelle ça aussi un marché de niche, c'est-à-dire une clientèle qui a des besoins très spécifiques, très différents des autres clients sur un marché. Et donc ce marché, il est tellement spécifique que les concurrents en général ne vont pas essayer de s'y développer parce que ça supposerait trop de coûts pour eux. Le but donc d'atteindre ce marché, c'est que voilà, je suis seul ou avec peu de concurrents sur ce marché-là et je peux vraiment me développer sans avoir peur de la concurrence. On appelle ça un marché de niche parce qu'il est peu concurrentiel. Vous avez l'exemple du marché du luxe, de l'ultra luxe, hein. Je parle pas du haut de gamme, je parle du marché du luxe. Par exemple pour les montres. Les montres de luxe, c'est un marché de niche. On a quelques concurrents qui s'affrontent sur ce marché-là, mais c'est très très spécifique. C'est des montres qui valent plusieurs milliers d'euros, qui demandent un savoir-faire très spécifique, une clientèle qui a des attentes, c'est pareil, très très spécifiques. Donc la majorité des entreprises qui proposent des montres ne vont pas sur ce marché-là, enfin, ne vont pas proposer un produit à ces clients-là parce que c'est trop spécifique, d'accord? Donc l'intérêt du marché de niche, c'est que bah, voilà, je m'éloigne volontairement de la concurrence voilà. Mais après, pour atteindre une clientèle réduite. Après, le problème, c'est que aussi sur ce marché-là, ma clientèle est réduite, donc mes possibilités de développement restent moins élevées que sur des marchés très concurrentiels. Alors, un petit exercice pour vous tester, voir si vous avez bien compris. Donc, c'est l'exercice que je vous ai mis dans le cours, à savoir, est-ce que vous avez bien compris les différentes stratégies de domaine? Alors, grosso modo, donc là je vous laisse un petit peu de temps pour y réfléchir, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et je vais expliquer pourquoi, enfin quelle est la stratégie retenue pour chaque produit. Alors,
Vous avez donc le premier Eco Plus, donc c'est la marque bas de gamme de chez Leclerc. Alors ici, on est sur une stratégie de différenciation par épuration. Le but, c'est qu'on propose un produit très très basique et en ôtant tout le superflu, tous les voilà, tous les coûts en plus qui pourraient affecter le prix. Euh, Par exemple, le packaging, on propose un packaging épuré, le plus simple possible, et le produit également est très simple. Balenciaga, on est sur alors une stratégie de différenciation par sophistication. Le but c'est d'améliorer le produit, il est amélioré. On améliore sa valeur avec l'image de marque de l'entreprise. On propose un prix volontairement plus élevé aussi parce que le produit, voilà, il est volontairement perçu comme haut de gamme. Enfin, il est voulu comme haut de gamme et il est perçu comme haut de gamme par le client. Alors Panzani, on pourrait aussi dire que c'est une stratégie de sophistication puisque on a ajouté des éléments en plus qui améliorent la valeur. À la base c'est des coquillettes, mais l'image de marque de Panzani améliore la valeur du produit. On a aussi voilà une production française, c'est un élément en plus qui améliore la valeur du produit et donc on va se différencier un petit peu par notre image de marque, c'est bien une sophistication, on améliore par le haut. Bic, alors là, la stratégie n'est pas très claire. On pourrait très bien dire que c'est une stratégie de différenciation grâce à la marque. On se différencie, c'est-à-dire que dans l'esprit du consommateur, on se distingue parce que notre marque, voilà, elle est connue, elle a des atouts. Et puis en même temps, on va quand même proposer un produit, essayer de dominer par les coûts nos concurrents. Donc c'est la stratégie ici est, est un peu difficile à comprendre. Euh, alors ensuite, vous avez donc le caviar Pétrosian. Le caviar Pétrosian, donc là on est sur un produit de niche, on a une clientèle très réduite, c'est pas tout le monde qui peut acheter du caviar, on est sur un produit de luxe. Donc ici volontairement, l'entreprise qui produit du caviar va s'attaquer à un marché de niche. Et enfin Primark, alors là on est bien sur une stratégie de domination par les coûts. On propose un produit similaire que les concurrents, à savoir des chemises, des vêtements, des chaussures, mais on les propose à un prix plus bas que les autres. C'est pas une différenciation parce que notre produit il est vraiment similaire aux autres. Voilà, les chemises sont similaires, imaginons les chemises, les vêtements sont similaires à ce qui peut être proposé pour ces types de vêtements autre part, mais par contre on les propose à un prix bien plus bas. Alors, il nous reste encore donc alors les choix stratégiques portant sur la chaîne de valeur. Donc là ici, c'est les stratégies d'externalisation et d'intégration. Donc vous avez, alors avant tout, il faut faire un rappel de ce que vous avez dû voir normalement en sciences de gestion, à savoir la valeur perçue. Donc la valeur perçue d'un bien ou d'un service, c'est la somme qu'un client est prêt à payer pour obtenir. D'accord? C'est la somme auquel vous-même en tant que consommateur vous consentez à acheter. Il y a des produits pour lesquels la valeur est trop élevée par rapport, enfin le prix est trop élevé par rapport à la valeur que vous en percevez du produit et donc vous ne déciderez pas à l'acheter. Et à l'inverse, il y a des produits pour lesquels le prix est très élevé mais vous consentirez quand même à l'acheter parce que ce produit a une valeur spécifique pour vous qui fait que vous acceptez. Globalement, on classe la valeur perçue dans trois éléments, soit la valeur d'usage, c'est-à-dire l'utilité que vous avez du bien, la valeur affective, à savoir le lien émotionnel que vous avez développé avec la marque, et la valeur d'auto-expression, c'est en gros le produit, il a une valeur qui vous permet de vous exprimer en société, d'exprimer votre identité. Par exemple, si on doit donner un exemple pour chaque, alors valeur d'utilité, euh, là j'en ai pas qui me viennent. Euh, Pourquoi vous achetez, je ne sais pas, une cuillère plutôt qu'une autre? Bon voilà, parce que celle-ci va vous sembler plus utile qu'une autre. Ou alors pourquoi vous achetez une voiture plutôt qu'une autre? Pourquoi vous achetez une marque de chaussures plutôt qu'une autre? Parce que celle-ci elle va répondre à un besoin, une utilité précise
que vous voyez, à vous-même. Une valeur affective, alors la valeur affective, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple? Tout à l'heure, il me semble que j'avais donné l'exemple de Nutella. Effectivement, le lien que vous pouvez avoir avec une marque, c'est ce qui va vous faire acheter ou pas. Et généralement, vous consentirez à acheter un prix supérieur si c'est une marque pour laquelle vous avez un lien émotionnel. Souvent, on peut parler aussi de la marque Nike, de certaines marques autres de chaussures, Adidas, etc. Ou de vêtements, Zara par exemple, voilà, où vous serez moins regardant sur le prix parce que c'est la marque vous l'aimez. Et également la valeur d'auto-expression, on avait, c'est le cas par exemple il me semble que j'ai dit de Nike par exemple, vous pouvez vous exprimer en société grâce à ces produits. Euh, c'est aussi le cas de Mercedes par exemple, de certaines marques de voitures. Alors voilà, il n'y a pas de, voilà, c'est juste des exemples, hein, grosso modo. Chacun a sa propre valeur perçue pour chaque objet et a ses propres raisons pour lesquelles on les achète. Alors, tout simplement, il faut comprendre que la valeur perçue, on va aussi pouvoir faire des choix stratégiques par rapport à cette valeur. On va regarder ce qu'on appelle la chaîne de valeur, donc c'est en gros les activités qui créent de la valeur pour le client de l'entreprise. Euh, Si on sait quelles activités créent de la valeur pour le client dans l'entreprise, on va savoir les activités qu'on doit conserver et celles qu'on va essayer de faire faire aux autres. Le but, c'est de se concentrer sur les activités qui créent de la valeur, parce qu'on va essayer de les améliorer, on va essayer de créer toujours plus de valeur pour le client, ou alors de continuer de créer la même valeur, mais de réduire nos coûts. Et inversement, celles qui créent peu de valeur, quelque part, elles vont constituer des coûts, en fait, pour nous-mêmes. Ça va être des coûts superflus. Et donc celles-ci, on va essayer de les faire faire aux autres. Alors, la stratégie, donc pour les choix qui portent sur la chaîne de valeur, donc une activité qui crée plus de valeur, je la conserve, ce qu'on appelle une stratégie d'intégration, et une activité qui crée plus de coûts que de valeur pour le client, je vais essayer plutôt de la faire faire. Donc, ça va être une stratégie d'externalisation. En gros, enfin grosso modo, on va choisir entre ces deux stratégies, c'est si elle est source d'avantages concurrentiels ou non, quoi. Et il y a un avantage et des inconvénients à faire dans l'entreprise ou à faire faire. Par exemple, si je choisis d'intégrer des activités dans mon entreprise, c'est-à-dire de les faire moi-même, eh bien c'est bien parce que je vais pouvoir développer la maîtrise de mon activité. Et également, je vais aussi conserver mon indépendance. Parce que si je la fais faire à quelqu'un d'autre, automatiquement, il va falloir que je négocie un contrat, que je paye mon fournisseur, et lui aussi va obtenir un pouvoir de négociation. A l'inverse, si je choisis d'intégrer mes activités, si je choisis d'intégrer beaucoup d'activités, même toutes, imaginons, et c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, je vais être moins performant. Parce que c'est difficile de maîtriser toutes les activités parfaitement. Alors, vous avez dû voir en sciences de gestion, et il me semble qu'on l'avait vu nous aussi, que la performance, c'est l'efficacité et l'efficience. Alors voilà, lorsque je conserve mes activités, j'aurai probablement un problème d'efficience. C'est-à-dire que je vais utiliser plus de moyens, je serai moins productif pour chaque activité. A l'inverse, si je choisis d'externaliser, c'est très bien parce que je peux confier une activité que je maîtrise peu ou pas à un partenaire qui sait mieux la faire. Le but c'est d'améliorer la création de valeur. Donc généralement si c'est mieux la faire, il aura les machines, les techniques pour la faire. Donc il arrivera à produire cette activité et à me la proposer à un coût moindre que si je le faisais dans mon entreprise. Et moi, ça me permet de concentrer mes ressources sur une activité. Le problème de l'externalisation, c'est que je suis dépendant vis-à-vis du sous-traitant, il obtient un pouvoir de négociation, et éventuellement, à terme, je peux perdre en compétences. C'est-à-dire que si pendant plusieurs années, je ne fais plus cette activité dans mon entreprise, par exemple, je sais pas, la comptabilité, il est possible qu'au bout d'un moment, je ne sache plus du tout la faire. Alors dans le cours, il me semble que je vous avais donné l'exemple de Nike. J'avais repris l'exemple qu'on avait de Nike qu'on avait fait ensemble sur le diagnostic
Il me semble que c'était le diagnostic externe de Nike. Donc on avait bien vu qu'en fait l'entreprise elle avait conservé des activités qui étaient source de valeur pour l'entreprise, pour le client. C'était sa communication et son marketing et sa recherche et développement, sa capacité à concevoir des produits. Et on a bien vu que Nike conservait ses activités parce qu'elle les maîtrisait, c'était son cœur de métier. Et puis il y a d'autres activités qui, pour Nike, est un coût superflu, c'était la production. Et donc l'entreprise avait décidé de faire cette production à des usines en Asie. Ensuite, dernière stratégie, donc ce sont les choix stratégiques pour le développement d'entreprise. Quand je veux développer, agrandir mon entreprise, qu'est-ce que je vais choisir pour ceci? Alors, on a donc trois stratégies. Soit je me développe par mes propres moyens, mes propres ressources, mes propres compétences. On va appeler ça la croissance interne. Alors là, donc comment ça se passe? Ben, je vais au fur et à mesure de mon activité, au chiffre d'affaires que je réalise, aux bénéfices que je réalise, je vais investir petit à petit dans mon entreprise pour l'agrandir. Donc je vais acheter des machines, je vais augmenter mes capacités de production, je vais acheter des nouveaux locaux, je vais recruter des nouveaux salariés. Petit à petit, je vais agrandir et possiblement à force, je vais devenir une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise. Alors, l'intérêt de cette croissance, c'est que globalement, le coût est moindre. En fait, il est moindre parce qu'il est réparti sur le temps. J'ai pas besoin de faire un gros investissement dès le départ, un investissement risqué, peut-être parce que voilà, peut-être que ça va pas marcher. J'améliore petit à petit mon entreprise. Donc l'investissement en fait il est réparti sur les années et j'ai le temps en fait d'avoir un retour sur chacun des investissements. Si jamais je commence à investir un petit peu pour développer mon activité et je vois que ça marche pas, eh ben, j'aurais moins perdu que si j'avais investi tout mon argent d'un coup pour créer une nouvelle activité. Donc c'est moins risqué. Et puis le deuxième intérêt, c'est que ça renforce la cohésion dans l'entreprise, puisque les salariés, on peut les motiver, on peut les impliquer dans les projets. Euh, on dit que l'entreprise veut s'agrandir, donc ça veut dire qu'il y aura des nouveaux postes qui vont se créer, éventuellement des évolutions de postes. Ça peut impliquer les salariés, ça peut les intéresser eux-mêmes pour qu'ils évoluent dans l'entreprise. Et donc on aura des salariés plus motivés et donc éventuellement plus productifs. L'inconvénient de cette stratégie de la croissance interne, c'est que le développement, bah, il est lent, il prend beaucoup d'années, beaucoup de temps, mais c'est le moins risqué. Le deuxième choix de développement, ça va être la croissance externe. Donc là, je vais me développer très rapidement, je vais racheter, fusionner avec d'autres entreprises, et donc là, j'aurai une croissance très rapide. Puisque d'un coup, j'achète une entreprise, donc j'accède à tout son savoir-faire, toutes ses compétences, sa technologie, sa recherche, ses connaissances, son marché, son image de marque et son avantage concurrentiel. Donc ça peut être intéressant de croître de cette façon, puisque si j'achète une entreprise qui est déjà bien implantée, qui a déjà une bonne position sur le marché, eh bien j'ai peu de risques. Voilà. Euh, Néanmoins, on a quand même souvent le problème majeur de la croissance externe, c'est le problème de culture d'entreprise. Quand vous achetez une autre entreprise, les salariés qui sont dans cette entreprise sont habitués à un fonctionnement, sont habitués à une culture. Dans chaque entreprise, il y a une culture. Il me semble qu'on en a déjà parlé. Il y a une culture. Il y a une façon de travailler, une façon de communiquer, d'échanger. Voilà, il y a plein d'éléments qui composent la culture de l'entreprise. Et quand vous rachetez une entreprise, donc vous allez essayer de mettre dans cette nouvelle entreprise votre culture à vous, puisque maintenant c'est vous qui commandez l'entreprise. Et il peut y avoir des problèmes de climat social, puisque les salariés, eux, n'ont rien demandé et ne vont peut-être pas être d'accord avec la nouvelle culture, et vont avoir du mal à s'adapter. Donc ça c'est le problème de la croissance externe. Et sachant que premier problème, on l'a dit, c'était que c'était très coûteux et risqué, puisque voilà, quand vous achetez une entreprise, eh bien, il faut acheter la bonne. Si vous achetez la mauvaise entreprise, vous pouvez vous retrouver à avoir fait un investissement énorme et une entreprise qui coule.
dernière stratégie, donc ça va être la stratégie de partenariat. Donc là, plutôt que de m'accaparer les ressources et les compétences d'une entreprise en la rachetant, je vais plutôt m'accaparer ses compétences et ses ressources, mais voilà, sans investir, sans réaliser un aussi gros investissement, je vais collaborer avec l'entreprise. Alors, la collaboration, ça a ses avantages et ses inconvénients. Euh, L'avantage, c'est que je crois rapidement, puisque j'accède au savoir-faire de l'entreprise, à sa technologie, à ses ressources, éventuellement, voilà, ses moyens de production, euh, possiblement à son avantage concurrentiel, donc c'est parfait, je peux accéder, voilà, à un savoir-faire qu'elle conserve un petit peu secret. Mais ce qui est avantageux pour moi l'est aussi pour elle. Et donc, si j'ai un savoir-faire secret qui m'assure un avantage durable sur le marché, et que l'entreprise avec qui je collabore euh, vient à connaître cet avantage, du coup, moi, je perds tout avantage, tout mon avantage concurrentiel. Et donc, ça peut être très problématique pour moi, puisque voilà, mon concurrent va avoir accès à mon savoir-faire, à mes techniques. Également, le deuxième problème, c'est le risque de mésentente, ou alors j'ai marqué aussi de passagers clandestins. Je m'explique sur ce terme, hein, c'est une image. Quand je parle de passagers clandestins, c'est une entreprise pour laquelle, enfin, vous collaborez avec l'entreprise, vous mettez des ressources, vous mettez de l'argent, des finances, pour, imaginons, développer, imaginons un outil de production avec l'entreprise, ou pour produire ensemble, ou pour faire de la recherche ensemble, pour éventuellement développer une innovation. Et l'entreprise, du coup, elle s'accapare toutes vos connaissances, tout votre travail, elle profite de vos financements, mais elle va peu s'investir dans cette collaboration. C'est-à-dire qu'elle va pas donner autant que vous avez donné. C'est un peu un passager clandestin. C'est-à-dire comme s'il n'avait pas, elle n'a pas suffisamment donné, enfin du moins donné équitablement par rapport à ce que vous avez donné. Et donc là, du coup, c'est une collaboration qui est déloyale, quoi. Vous payez beaucoup et vous donnez à l'autre entreprise accès à plein de choses, et possiblement à votre avantage concurrentiel, et elle en profite, mais en tire parti, mais ne donne pas elle-même, enfin, du moins à la même équivalence ses ressources. Allez, dernier élément du cours, donc c'est le degré de transparence de l'entreprise. Alors voilà, c'est ce qu'on appelle la stratégie autour de l'information, à savoir en tant que dirigeant, qu'est-ce que je vais révéler de mon entreprise. Alors là, voilà, vous avez un petit passage sur Sun Tzu, donc c'était un général chinois au 6e siècle, qui est très connu et qui est toujours utilisé quand on parle de stratégie en management, hein, à l'université. Donc je vous donne comment dire, c'est pas sa théorie, mais voilà, il avait un recueil de phrases, et ça en fait partie, euh, à savoir connaître la stratégie de l'adversaire. Donc, selon Sun Tzu, si on connaît son ennemi autant que soi-même, on n'aura pas à livrer de bataille. On arrivera à trouver la bonne stratégie. A l'inverse, si on ne connaît pas son ennemi, mais qu'on se connaît uniquement nous, pour chaque victoire, on souffrira d'une défaite. Parce que notre, notre adversaire, lui, il va s'emparer de. Enfin, il va trouver lui aussi une stratégie pour gagner, quoi. Et on l'a dit, hein, le management, c'est avant tout. Enfin, la stratégie, en tout cas, c'est avant tout un rapport de force. C'est un affrontement entre les entreprises, hein, entre voilà, différents concurrents. Donc, il faut trouver le moyen de gagner les autres. Et donc, pour cela, il faut connaître la stratégie de l'adversaire. C'est pour ça que les entreprises font de la veille informationnelle. On l'avait vu. Donc, grosso modo, ma stratégie autour de l'information, c'est qu'est-ce que je vais révéler, puisque si je révèle des informations, mes concurrents vont pouvoir s'en emparer pour pour adapter leur stratégie à eux et essayer de gagner. Et quelles informations je révèle pour, euh, pour améliorer ma relation avec les autres. Alors, donc le secret, il y a des informations dans une entreprise qu'on va conserver secrètes, on va pas tout donner.
Euh, c'est des informations qu'on va garder confidentielles parce que elles constituent l'avantage concurrentiel et si ces informations on les donne, et ben les concurrents risquent d'adopter leur stratégie eux aussi et donc par exemple de nous imiter. C'est le cas si on voilà, il y a dans les entreprises, quand notre avantage concurrentiel se fonde sur un procédé de fabrication particulier ou une technologie particulière que personne d'autre n'a, on va éviter de divulguer ces informations. Parce que sinon, on n'a plus d'avantage. Si les concurrents mettent la main sur notre méthode, sur notre procédé, bah, ils vont nous imiter parce qu'ils savent que ça va marcher, que c'est ce pourquoi nos clients achètent, et donc on n'aura plus d'avantage. Donc il y a des informations qu'on va garder secrètes. Certaines informations, on peut aussi les garder secrètes, alors ça peut être une méthode d'organisation en interne, par exemple comment j'arrive à m'organiser, puisque j'arrive à m'organiser mieux que les autres apparemment, j'arrive à produire à coût plus bas le même produit que les autres, comment je fais? Parce que j'arrive mieux à m'organiser. Alors si j'explique comment je m'organise, tout le monde va faire pareil, et donc j'arriverai plus à... Enfin, et tout le monde va réussir finalement à produire à coût plus bas, donc je ne serai plus avantagé sur le marché. Dans le cours, je vous ai mis quoi aussi? Je vous ai mis, alors voilà, par exemple, les fournisseurs de l'entreprise, les sous-traitants. Pour certains produits, on évite de divulguer avec quel fournisseur on s'approvisionne. Parce que s'il y a des entreprises qui cherchent justement des fournisseurs ou qui cherchent à se procurer de certains produits qui ne sont indisponibles, si elles viennent à connaissance de ces fournisseurs, elles vont essayer elles-mêmes de se fournir. Et enfin, donc, surtout, notre stratégie, qu'est-ce qu'on révèle sur notre stratégie? En fonction de l'entreprise, il y a des choses qu'on pourra dire et d'autres choses dont il faudra éviter de trop parler. Par exemple, si je suis sur un marché qui est extrêmement concurrentiel, où chaque entreprise essaye d'avoir l'ascendant sur les autres, je vais éviter de parler de mes projets de recherche et développement. Parce que si je dis que je développe un nouveau produit, et que je spécifie un peu quel est mon niveau d'innovation, tout le monde va se mettre à, à faire de la recherche et développement pour se prémunir. Et puis pour d'autres entreprises, on peut quand même aussi parler de stratégie. Alors c'est le cas de la transparence. La transparence, elle est importante puisque elle permet de nouer une relation aussi avec les parties prenantes. Les clients, quand on communique sur l'entreprise, quand on communique, quand on montre, alors de quelque façon que ce soit, hein, que ce soit des vidéos, des annonces sur les réseaux, etc. Quand on montre qu'on a un procédé de fabrication qui est éthique, qui est écologique, quand on montre que dans l'entreprise, notre organisation, elle améliore les conditions de travail, bah, ça peut plaire aux clients, quoi. Et ça peut faire en sorte que que le client vienne acheter chez nous. Donc la transparence, ça a aussi un atout, autant que le secret, ça a aussi c'est aussi une source d'avantage concurrentiel. Également, on peut penser aussi aux actionnaires, quelqu'un qui veut mettre de l'argent dans notre entreprise, qui veut acheter des actions. Euh, une personne qui a de l'argent à placer ne la placera que si elle a des informations suffisantes qui la rassurent en tout cas sur l'entreprise. Donc la transparence c'est aussi important, il faut communiquer aussi sur l'entreprise. Voilà, en fait il faut gérer notre degré de transparence. Il y a des informations qu'on va communiquer parce que ça va permettre de nouer un lien, ça va permettre de nous financer, d'apporter des financements, ça va permettre d'apporter des clients, de, de- de donner confiance aux partenaires, de faciliter les négociations. Et puis il y a d'autres informations qu'on va quand même conserver secrets parce que c'est source de notre avantage concurrentiel. Et si on les révèle, eh bien on perd notre avantage. Et donc on perd notre capacité à nous développer sur le marché. Et donc probablement on est dans une situation où on risque la faillite. Sur le dernier paragraphe du cours, effectivement, hein, aujourd'hui on assiste à une numérisation de l'économie, c'est-à-dire que euh, l'information circule extrêmement rapidement, massivement, et on a d'éléments qui se développent, Internet, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'information est très difficile à gérer et c'est pour ça qu'il faut faire très attention enfin,
aux informations auxquelles enfin, les informations qu'on révèle. Alors peut-être que vous connaissez, on a le big data. Le big data, c'est le traitement massif de données. Aujourd'hui, on a des entreprises qui sont spécialisées dans le big data, qui arrivent à traiter, imaginons sur un site web, tous les clients qui viennent regarder des produits sur un site web, qui viennent, voilà, en fonction des clics qu'ils vont faire sur le site, en fonction du temps qu'ils vont passer avec la souris sur une image, ces entreprises vont réussir à traiter ces informations et à faire des classements, des profils de clientèle, etc., etc. Euh, Également l'intelligence artificielle qui aujourd'hui voilà, permet beaucoup de choses, permet de faire de la veille, permet de traiter l'information. Euh, L'information, on va dire que c'est quelque chose de très important, quoi. Il faut avoir une stratégie par rapport à l'information parce que les concurrents peuvent s'en emparer et donc prendre des décisions qui vont nous nuire. Et à l'inverse, nous aussi, on peut utiliser toutes ces nouvelles technologies de l'information et de la communication pour connaître les décisions et la stratégie des concurrents et nous adapter. Et donc le dernier élément du cours, je vais vous parler donc, du brevet, à savoir, j'appelle ça la transparence protégée parce que c'est le cas en fait, c'est que le brevet, vous montrez à tout le monde que, enfin oui voilà, vous montrez à tout le monde votre invention, votre innovation, votre procédé ou votre produit nouveau. Tout le monde est au courant que ce produit existe euh, et que vous avez fait cette innovation parce qu'en fait, à partir du moment où vous déposez un brevet, ce brevet, enfin, votre invention devient publique en fait. Elle ne vous appartient plus. Elle devient publique. En revanche, le brevet vous permet d'exploiter cette invention pendant 20 ans, puisque aucune autre entreprise ne pourra vous imiter. À partir du moment où vous avez déposé un brevet sur une méthode, sur un procédé ou sur un produit nouveau, personne ne pourra vous imiter. La moindre imitation sera considérée comme une contrefaçon, donc vous pouvez exploiter pendant 20 ans et votre invention et faire un retour sur investissement. En contrepartie, votre invention elle devient publique, donc elle devient transparente. Tout le monde a connaissance de celle-ci et au bout de 20 ans, l'invention elle tombe dans le domaine public, ce qui veut dire que tout le monde peut l'imiter. Donc au bout de 20 ans, vous perdez votre avantage concurrentiel. Ok. Euh, c'est par cette méthode en fait qu'on arrive à diffuser l'innovation technologique, qu'on arrive à faire progresser la technologie dans le monde. Puisque par le jeu des brevets, au bout de 20 ans, l'innovation devient accessible par tous, et donc on peut imiter ce que font les concurrents, et donc d'autres vont chercher à développer d'autres innovations, à les faire protéger. Voilà pour le cours, donc j'espère que j'ai été suffisamment clair sur des points. Donc voilà, ça a duré 1 heure, mais effectivement, je pense que ce temps était nécessaire pour vous expliquer le cours en entier. N'hésitez pas à revenir sur les vidéos et à me poser des questions pour toutes, voilà, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Normalement, c'est un cours, si on avait eu le temps, on l'aurait fait, enfin, on aurait fait une étude plutôt d'entreprise et qui aurait été plus facile pour vous, donc pour comprendre les éléments. Là, comme ça, voilà, il y a quand même beaucoup de choses dans ce cours et vous devez maîtriser les différentes stratégies que je parle, à savoir les stratégies globales, les stratégies de domaine, les stratégies autour de la chaîne de valeur et les stratégies de développement qui tombent assez régulièrement au baccalauréat. C'est partie des éléments très importants à savoir.